Les titres, l'incendie qui touche le Var, bien sûr, à la une ce matin, qui a très peu évolué, heureusement, hier en fin de journée. Toutes les mesures d'évacuation préventive ou de confinement ont été levées en raison de l'évolution favorable du feu. Mais la bataille est encore loin d'être gagnée, nous a rappelé le préfet du Var, Simon Barbre. La journée hier a été marquée par 2 principales reprises de feu. La surface parcourue par les flammes s'établissait à 1850 hectares, qui a peu progressé. C'était 1800 la veille. À ce stade, tout de même, 70 maisons ont été touchées par le feu, 41 entièrement détruites selon le bilan des autorités. Sarah Fenzari à Carcès, sur place avec les équipes CNews. Bonjour Sarah, en direct du poste de commandement de Carcès précisément. La bataille se poursuit donc contre les incendies. On l'a bien compris qu'ils ne sont toujours pas fixés, mais les nouvelles, on va dire, sont plutôt encourageantes ce matin. Bonjour Julien, bonjour à tous. Oui, des nouvelles positives et cela se ressent immédiatement ici au poste de commandement. Les bonnes nouvelles et le travail accompli cette nuit provoque à nouveau le calme ici à Carcès. Le stress qui était palpable ces derniers jours redescend peu à peu. Autour de nous, des visages des sapeurs-pompiers sont plus détendus. On aperçoit même quelques sourires, signe que la nuit, je vous le disais, a permis de franchir une étape importante dans la lutte contre cet incendie. Des bonnes nouvelles qui se sont d'ailleurs enchaînées. Vous l'avez dit, les évacuations préventives ont été levées hier soir à Correns et les habitants peuvent désormais retrouver leur domicile. Le confinement du cœur du village a lui aussi été levé. Côté circulation, la RD 45 entre Montfort-sur-Argence et Correns ainsi que la RD 562 entre Montfort-sur-Argence et le Val sont de nouveau ouvertes. Mais malgré cette accalmie, la prudence reste le maître mot. Toute la nuit, les pompiers ont poursuivi le traitement des points chauds et la surveillance des lisières. Un travail sans relâche puisque des vents qui restent changeants, il y a des vents qui restent changeants. Une reprise de feu est toujours possible. Alors oui, ce matin, il y a un vrai sentiment de soulagement ici au PC de sécurité. Les nouvelles sont favorables, mais personne ne crie victoire. Les secours restent pleinement mobilisés jusqu'à ce que tout risque soit définitivement écarté, d'autant plus qu'on attend justement la levée du vent dans la journée avec des rafales à 50 km à l'heure, des conditions météorologiques donc moins favorables, ce qui va forcément impacter le travail au sol et dans les airs des sapeurs-pompiers, Julien. Un calme particulièrement précaire, on l'a compris. Merci beaucoup Sarah Fenzari dans le Var avec Antoine Durand et merci aux équipes CNews déployées sur le terrain. Karine Durand, notre spécialiste météo, avant de faire un tour de table, de se tourner vers nos spécialistes à vos côtés également. On l'a compris, évidemment, bien sûr, que ces feux dépendent quasi intégralement des conditions météo, du vent. Qu'est-ce qui nous attend dans les zones les plus compliquées ces derniers jours, ces prochaines 24 heures ? Bien, ce qui va être compliqué à gérer, ce sont les orages. Aujourd'hui, journée très orageuse sur la moitié sud. Alors regardez déjà la carte de Météo France, de Météo des Forêts, pour voir les zones qui sont placées en alerte. Aujourd'hui, il y a 20 départements placés en risque élevé, niveau orange. Donc, alors évidemment des départements du sud-est, l'Hérault, le Var, etc. Mais également des départements du nord, dont l'Île-de-France, dont la Meurthe-et-Moselle, par exemple, qui sont également placés en risque élevé d'incendie en raison d'une végétation très sèche et de conditions caniculaires quasiment généralisé aujourd'hui, un pic de chaleur. Alors en ce qui concerne les feux principaux sous surveillance actuellement, déjà du côté de la Gironde et du côté de l'Aube, c'est à peu près la même situation pour Carcassonne également. On a des orages qui vont éclater au cours de l'après-midi et de la soirée, possiblement violents, donc un vent qui se situera entre 25-30 km à l'heure, mais si les orages passent à côté, d'un seul coup, le vent va monter jusqu'à 80, peut-être 100 km à l'heure, et ça c'est très compliqué à gérer pour les pompiers. Alors on espère beaucoup d'eau sous ces orages, c'est une possibilité d'avoir de fortes précipitations, mais également la possibilité d'avoir de la foudre et peut-être de nouveaux départs de feu dans un contexte très sec. Donc les orages, c'est vraiment qui tout double, ça peut améliorer, mais ça peut aggraver aussi. Donc ça, c'est pour la Gironde ou encore pour l'Aude du côté de Carcassonne. Et puis pour le Var, c'est compliqué également, car là, c'est une zone qui est placée en vigilance orange pour la canicule aujourd'hui. 34 degrés prévus du côté de Correns et Ponteves. Un vent de sud-est chaud et sec qui souffle quand même à 50 km à l'heure. Ça ne va pas du tout aider les pompiers. En plus, pour le Var, l'alerte canicule va résister toute la semaine. Et en plus, à partir de mercredi et jeudi et vendredi, le Mistral et la tramontane vont revenir en force. Et ça va être un facteur vraiment aggravant. Et il y a énormément d'incertitudes. On comprend notamment en termes de vent qui peuvent tout changer, Jean-Baptiste Kahn, sur les incendies. Les pompiers qui poursuivent le travail aujourd'hui, on l'a compris. Ces vents très variants, imprévisibles, c'est un petit peu le facteur X de ces incendies. Complètement.
Complètement. Le vent, il faut savoir qu'il est piloté par 2 choses en général. C'est effectivement le vent, c'est-à-dire que le vent pilote le feu dans sa direction principale, il va déterminer une trajectoire et après ça va être le combustible qui va avoir à grignoter sur son passage. Et c'est souvent l'après-midi que les choses empirent parce que c'est à ce moment-là que les vents tourbillonnent, changent et se prennent en vigueur, j'ai envie de dire. Alors ça dépend des régions, hein. Moi je parlerai plutôt de la région que je connais qui est le sud-ouest, mais ce qui est sûr c'est que tous les facteurs s'aggravent effectivement en fin de journée en général puisque on n'a plus l'humidité qui est présente dans l'air et les essences ont pu être dégagées, donc oui effectivement d'un point de vue météo ça peut être plus compliqué si le vent tourne. J'ai cette impression depuis 10-15 jours, que ce soit pour les incendies du sud-ouest, pour cet incendie qui n'est pas encore maîtrisé dans le Var, chaque journée qui démarre, on a l'impression que les pompiers, les volontaires, les bénévoles sur le terrain, c'est un petit peu, on repart de zéro chaque jour, en se demandant quel feu va prendre, quel feu va se déclarer, quel vent va faire que l'incendie se dirige dans telle ou telle direction. On fait un reset tous les matins, en fait, sur le travail qui est à accomplir sur les 24 heures qui viennent. Il y a un gros travail d'anticipation qui est mené. Tout de même. En fin de journée, on essaie quand même de voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné en termes de tactique. Ce qui fait notre force, c'est qu'on a une capacité de redéploiement qui peut être assez dynamique et on sait s'adapter en fonction de ces petits aléas qu'on arrive quand même à deviner parce que, mine de rien, les facteurs ne sont pas non plus... il n'y en a pas 14. Donc nous, ce qui compte, c'est surtout de limiter les interfaces entre les habitations et les forêts et de s'assurer que sur ces points-là, on a des pompiers qui sont en capacité de soit préparer l'incendie, donc d'arroser en amont, soit de déposer des barrières de retardant à l'aide des moyens aériens, par exemple. Dimitri Carbonel qui est avec nous également. Je rappelle que vous êtes expert en adaptation au changement climatique. On se dit, et je pense aux prévisions que vient de donner Karine Durand, notamment sur les orages, que c'est un peu un qui tout double. Hein. On jette la pièce, si j'ai bien compris, Karine, soit l'orage tape au bon endroit et en effet, vous avez des précipitations qui viennent aider le travail des pompiers, soit vous passez à côté parce que ce sont les vents qui finalement engrangent le feu et l'éventuelle foudre également. Il y a cette idée, en fait, quand on voit le manque de moyens des pompiers, les difficultés que nous avons à circonscrire ces feux. D'ailleurs, aucun n'est circonscrit. Ce sont des feux qui sont fixés, mais qui peuvent repartir à tout moment. On se dit, en fait, il n'y a rien à faire. Il n'y a qu'à compter sur Mère Nature, j'ai envie de dire, et faire ce qu'on peut là où on peut. Mais la vérité, c'est que si vous n'avez pas l'orage qui va bien ou la précipitation qui va bien dans tel ou tel secteur, vous êtes parti jusqu'au 30 septembre et juste à constater et essayer d'éviter le pire. Alors, je vais me permettre, mais en fait, c'est pas la bonne réaction. D'accord. Et je m'explique pourquoi. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut agir. En fait, il y a des éléments sur lesquels ils sont incontrôlables, le vent par exemple, et des choses qui sont contrôlables. Contrôlable, c'est déjà la prévention. On le voit d'ailleurs à Lège-Cap-Ferret, ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent à mettre des pare-feux à différents endroits. Ça, c'est la première des choses. C'est le nombre de secours. C'est bien de commencer, hein. C'est bien de commencer un jour, parce que c'est pas comme si on avait connu, je veux pas commencer à polémiquer dès le matin, hein, mais c'est pas comme s'il n'y avait pas eu 2022, c'est pas comme si on n'était pas au courant du réchauffement climatique, de l'assèchement des sols. Voilà. Je veux bien qu'on commence aujourd'hui, mais... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on est effectivement au cœur de l'urgence, il y a... On l'a dit, il y a un certain nombre de choses qui sont faites en termes de secours, hein, ou même des drones, par exemple, qui vont cartographier quelles sont les zones de chaleur. Mais en revanche, attendre que ça soit la mère nature, non, on a le contrôle sur beaucoup de choses. Je vais reprendre un exemple tout bête. C'était en 1755, le 1er novembre, il y a eu le tremblement de terre. Eh bien, là, on s'est dit, tremblement de terre, on peut rien faire. En fait, c'est Rousseau qui disait, on a mis des immeubles de 4 à 5 étages qui ont fait qu'il y a eu beaucoup plus de morts. En fait, ce qui se passe, c'est que soit on est dans des conditions qui sont favorables pour que l'incendie s'étende, on a des conditions favorables pour qu'il y ait des maisons qui brûlent ou potentiellement des personnes qui décèdent. Ce qui est le pire, parce qu'il y a eu très peu le cas hormis les pompiers, soit effectivement on met en place des choses pour éviter que ça arrive. Donc effectivement sur le moment même il y a des choses qui sont incontrôlables, en réalité il y a plein de choses qu'on peut faire pour éviter ça. D'ailleurs vous me faites penser sur l'anticipation, en termes de détection des feux, est-ce qu'on peut mieux faire? Est-ce qu'il y a des progrès à envisager pour aller plus vite sur la détection des feux? Oui, alors il y a à la fois, encore une fois, il y a une partie anticipation en disant il y a des zones à risque et potentiellement on pourrait tout à fait imaginer avant, peut-être, en juin, dire, écoutez, là, on va avoir une grosse zone de risque. On sait que généralement, il y a beaucoup de feux, y compris potentiellement humaines, qui peuvent arriver là. Et donc, on met en place un dispositif de prévention. 90% d'origine humaine. Tout à fait. Rappelons-le. Et 2 tiers, d'ailleurs, à l'interface entre la forêt et une habitation. Donc, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites là. Donc, ça, c'est la première des choses. Au niveau satellitaire, on peut aussi réaliser un certain nombre, notamment en utilisant l'IA pour détecter très rapidement les feux
avec des points chauds ou des fumées. Idem pour des drones. Et ça a été fait là ces dernières semaines? Ah oui, Ce sont des processus qui ont été engagés, ces détections par l'IA, etc. Parce que je me dis pourquoi on en est là aussi. Est-ce qu'on peut se poser cette question aujourd'hui? Pourquoi on en est là? Pourquoi est-ce que le Sud-Ouest a été ravagé? Pourquoi le Var est en train d'être ravagé? Si toutes ces techniques d'anticipation sont... Juste un point, ouais. C'est que, vous l'avez bien dit, il y a le réchauffement climatique. Ce qui fait que les conditions qu'on avait auparavant ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Donc c'est comme si, par exemple, parfois je dis, c'est comme si vous avez un champ de mines et qu'on envoie des étincelles. Auparavant, il y a assez peu de mines. Maintenant, il y en a de plus en plus. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir faire face, effectivement, quand vous avez face à vous un champ de mines, que quand vous avez que quelques mines, vous risquez plus d'avoir des feux explosifs d'une certaine manière. Monsieur Kahn, Jean-Baptiste Kahn. Alors, nous, la chance qu'on a, par exemple, dans le département des Landes, qui abrite quand même une grande partie de son territoire qui est couvert par la végétation, c'est qu'on a un maillage territorial par des tours de guet qui ont été remplacés par un œil numérique. Donc, on a pas loin de 50 tours de guet qui couvrent tout le massif, qui nous permettent d'avoir une détection des points chauds. Maintenant, une fois qu'on les a détectés, encore faut-il s'y rendre et être en capacité de lever les doutes et de s'assurer que ce ne soit pas des faux positifs. Et surtout que ça existe, ça, des faux positifs. Bien sûr, en fait. Oh, c'est le Covid, quoi. Non. Et faux positif. La notion de faux positif, elle veut juste dire que la machine elle est en capacité de détecter ce qui s'apparente à un départ de feu. Encore faut-il s'assurer que ce ne soit pas une erreur. Typiquement, un point isolé dans le ciel, c'est un avion ou un oiseau. Un point isolé, un point dans le ciel relié à la Terre, ça peut être soit une poussière qui s'élève, soit effectivement une fumée. Et ça, aujourd'hui, les machines ne savent pas forcément le faire. On va retourner dans le Sud-Ouest, je le disais dans quelques instants, parce que les communes de Porges, qui a été ravagée, et de Lège-Cap-Ferret vont retrouver leurs habitants à la mi-journée et dans la soirée pour Lège-Cap-Ferret. Je voudrais qu'on reste un instant dans le Var, à Montfort-sur-Argence, où la commune était de nouveau accessible hier, mais le combat aurait pu très très mal finir si les bénévoles, et on va en parler de ces bénévoles qui ont tant fait ces dernières semaines, les agriculteurs également, n'avaient pas pu sauver le débarras d'un antiquaire dans lequel se trouvaient de nombreux objets inflammables et explosifs. Regardez ce sujet de Sarah Fenzari avec Antoine Durand et Corentin Alonso. Vendredi soir, alors que Montfort-sur-Argence est encerclé par les flammes, les fumées rendent la visibilité nulle au-delà de 3 mètres. Un débarras d'un antiquaire est menacé par le feu. Des objets pourraient s'enflammer, voire exploser à l'intérieur. 2 habitants prennent tous les risques pour protéger le lieu. C'est pas exactement tout ce qu'il y avait, mais il y avait énormément de combustible. Parce que ça a été un combat, on balançait de l'eau, ça a été un combat sans arrêt. Et en fait, maintenant qu'on sait ce qu'il y avait à l'intérieur, on sait très bien que l'action qu'on a fait a servi, mais on a simplement réagi en tant qu'humain. Si le travail des pompiers et des bénévoles a permis de sauvegarder les vies humaines, Sébastien, entrepreneur, a lui perdu tout son matériel dans l'incendie. Donc tout ce qui était tronçonneuse, débroussailleuse, tondeuse. Et la partie basse, pour le deuxième métier que j'effectue en événementiel, donc sono, donc tout ce qui est enceinte, table de mixage, console de mixage, platine, vinyle. Ouais. Autour du village, 90% de la forêt est partie en fumée. La vérité, c'est que Jean-Baptiste Kahn, c'est que on n'en serait pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas... Bien sûr qu'il faut saluer les pompiers que vous représentez, les soldats du feu dont vous êtes l'ambassadeur ici aujourd'hui, mais les bénévoles, les agriculteurs, est-ce que sans eux, on en serait là aujourd'hui ? Ah non, complètement. Moi, j'ai vu des choses extraordinaires se mettre en place, une coopération d'une efficacité inouïe. On a tous été très surpris, mais vraiment très surpris, de cette capacité à s'auto-organiser dans des conditions qui étaient extrêmement dégradées, avec un impact émotionnel pour certains qui étaient eux-mêmes contributeurs directement impactés et directement touchés. Ça fait partie justement des choses sur lesquelles j'aimerais bien qu'on mette la focale, à savoir que aujourd'hui il y a des coopérations qui existent et pour autant on a toute une bureaucratie et une organisation qui nous contraint énormément dans notre capacité d'action, c'est-à-dire cette capacité à fédérer les moyens, cette capacité à les engager simplement et rapidement. C'est-à-dire j'arrive sur un point chaud où les pompiers sont en train de travailler, j'ai envie d'apporter mon aide. Ce qu'on va me répondre, c'est pas tenez, prenez cette lance incendie, je ne sais pas, prenez une pelle, essayez de... Non, on va dire remplissez-moi le formulaire A408 pour pouvoir ensuite aller dans le bureau F35 pour ensuite parler à l'assistante de direction de... Enfin, évidemment que je caricature, mais c'est un peu ça. C'est même pire que ça en fait. Ah, c'est pire que ça. Bon, j'ai pas caricaturé. Autant effectivement, il y a des enjeux de sécurité qui sont inconcevables de brader ou de minimiser, mais
Typiquement, là, en 2 jours, les Chicanos ont réussi à mettre en place une application. Les Chicanos ? Les Chicanos, c'est un groupe qui se fait appeler comme ça du côté de Lacano. Donc, c'est des jeunes gens qui habitent la région, des artisans, des sylviculteurs, enfin bref, toute la population qui a réussi à se fédérer autour de ça. Il y a 2 développeurs. En 2 jours, ils ont développé une application qui est, sans euphémisme, 14 fois plus efficace que les applications étatiques qu'on utilise pour la détection des feux de forêt. Incroyable. Et ils l'ont fait avec des moyens qui ne sont pas ceux de l'État. Et ils l'ont fait avec des contraintes qui ne sont pas celles de l'État. Donc je pense qu'on a beaucoup à apprendre et que quand on veut, on peut. Mais que quand on peut, on veut aussi. Et il y a cette fameuse phrase qui dit qu'effectivement, notre maison brûle et on regarde ailleurs. Moi, je pense que c'est exactement l'inverse qui est en train de se passer. Vraiment, je me permets de contredire Chirac, à savoir que la maison brûle et on la regarde brûler. Au lieu de regarder ailleurs, c'est-à-dire au lieu de regarder ce qu'on pourrait faire, au lieu de regarder ce qu'on aurait pu faire, au lieu de regarder tout ce qui se passe ailleurs, en fait. Tout ce qui se passe ailleurs. Et je parle de ailleurs dans l'espace-temps, c'est-à-dire que... on est spectateur. Exactement. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment qu'on arrive à sortir de cette charge émotionnelle qui est immense. Hein. On a quand même perdu 4 sauveteurs. Il y a des vies qui sont ravagées, qui sont détruites et qui vont mettre un paquet de temps à se reconstruire. Pour autant, on continue à jouer la carte de l'émotion et se dire « Ah là là, il a fait chaud, ah là là, c'est un maxi-feu, espérons qu'il pleuve très prochainement » parce qu'effectivement, face à ça, on est tenu à l'impossible opérationnel. C'est la réflexion qu'on se fait. Je pense que c'est naturellement la réflexion que je me suis faite tout à l'heure et je pense qu'un maximum de téléspectateurs se disent la même chose. On en est rendu à attendre la pluie pour que quelque chose... c'est pas très intéressant ce que nous dit Jean-Baptiste Kahn et cette réaction citoyenne. C'est vrai que c'est une leçon importante. Bien sûr, c'est une leçon. Que nous avons de ces épisodes absolument tragiques. C'est effectivement l'investissement spontané des agriculteurs, des citoyens, etc. Mais ce bon sens, ça s'est fait, je dirais, un peu même contre quelquefois la volonté des autorités. On se souvient des propos maladroits, il faut bien le dire, de la préfète de la Gironde qui a dit aux agriculteurs « surtout ne prenez pas d'initiative personnelle ». Ça en est excusé d'ailleurs après. Mais ce dont vous parlez, ces applications qui viennent d'initiatives privées, on pourrait peut-être espérer que l'État, précisément, et les départements et les préfectures organisent une manière de coordonner toutes ces actions, celles des pompiers, celles de l'État, celles des forces de l'ordre, et aussi celles des agriculteurs qui ont des moyens, qui connaissent le terrain, qui peuvent arriver en renfort des simples citoyens, des élus. On pourrait imaginer, sous forme de rétex, qu'on tire les conséquences de cette volonté de chacun de participer, et on comprend, on défend son territoire, à l'incendie et à la lutte contre l'incendie. Et donc, on pourrait imaginer une coordination. Mais je veux dire, cette réticence, vous savez comment je l'interprète, cette réticence des autorités à accepter de bon cœur le bon sens citoyen, finalement, c'est... D'une certaine manière, ça les met face à leur médiocrité. Oui, et cette histoire d'application, je trouve, elle est très intéressante. Parce qu'en 2 jours, vous avez des développeurs qui sont capables de produire quelque chose qui a 10 fois plus de résultats que toutes les applications d'État qui passent par je ne sais quel circuit bureaucratique pendant des mois et des mois avant d'être validées. Et ça les met face à leur médiocrité. Alexandre, je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire là-dessus. Mais moi, je crois que durant cette crise, ça rappelle un peu d'ailleurs la crise du Covid. Ouais. Il y avait des initiatives privées à prendre et qui ont été prises. Là, on parle de ce qui pourrait être fait avec les développeurs, mais on l'a vu au moment où les agriculteurs sont venus en aide. On a eu tout de suite l'administration, les préfectures qui ont dit ah non, mais vous pouvez pas y aller comme ça, il faut vous signaler, pointer, aller remplir je ne sais quel fichier informatique. Donc on voit bien que l'administration voudrait tout contrôler et se sont dépossédés. Et à la limite, l'administration serait hyper efficace, l'État serait hyper efficace dans la gestion de ces feux. On voit bien que c'est pas le cas. Moi, je suis pas contre l'État, je suis pour un État fort. Et malheureusement, on a déshabillé l'État régalien pour faire de l'État social. Et aujourd'hui, un État fort, c'est bien. Un État borné, c'est autre chose. Voilà. Non, mais je suis pour un État fort dans le sens efficace, avec suffisamment de camions de pompiers, avec suffisamment de canadaires. Bon, tout ça, on l'a plus parce qu'on a mis l'argent, je ne sais pas où. Enfin, j'ai ma petite idée, mais en tout cas pas là où il devait aller. Donc, on a un effondrement de l'État régalien. Et en fait, plus il s'effondre, plus il devient tatillon, plus il impose des règles. Je parlais du Covid, les gens qui faisaient eux-mêmes leurs masques, il fallait pas qu'on commande les masques autrement que par les circuits autorisés. Donc, plus il devient tatillon, plus il fait des interdictions, plus il encadre socialement. Mais en fait, c'est un signe de très grande impuissance. Concrètement, demain, je vais... en l'occurrence, vous êtes des Landes, donc on va dire, je vais sur un nouveau départ de feu à Biscarrosse parce que je sens que les pompiers sont dans la panade, que j'ai envie de m'investir. Je suis refoulé ?
Alors, il y a des dispositifs qui sont prévus. Il y a la loi Mosque de 2004 qui prévoyait ce qu'on appelle une réserve citoyenne. C'est-à-dire qu'on a bien compris pendant longtemps que la sécurité elle commence auprès de chacun. La sécurité, c'est l'affaire de tous, mais ça commence par soi. Donc, plus on aura des citoyens qui seront éduqués sur ces enjeux de sensibilité, c'est tout le volet justement de la prévention et de la prévision, plus c'est intéressant. Maintenant, encore faut-il arriver à le canaliser et à le déployer à l'instant T. Oui, il ne faut pas être un obstacle au travail des pompiers. Il ne faut pas arriver tête baissée et dire je vais prendre une couverture. Évidemment. C'est pas exactement ce que je voulais pointer du doigt. Ce que je voulais plus pointer du doigt, c'est plus que en fait, la France ne manque pas de compétences, ne manque pas. Enfin, je veux dire, on a des moyens qui sont exceptionnels comparés à d'autres pays. Il n'y a pas photo. En revanche, sur les Canadair, je suis pas sûr, mais bon. Mais quand bien même, s'arrêter à la question du moyen, c'est ne prendre qu'une partie du problème. Puisque vous pouvez avoir 12 Canadair de plus qui arrivent d'un coup d'un seul. Si vous ne savez pas les mobiliser rapidement et simplement, vous êtes complètement inefficace. Et aujourd'hui, effectivement, le circuit de validation et de prise de décision pour engager ce type de moyens, et je prends les moyens aériens, mais je ne suis pas pilote de Canadair et je leur laisserai la parole, ils seront mieux placés que moi pour en parler, mais ne serait-ce que les colonnes de renfort, quand on déshabille Paul pour habiller Jacques, il y a une notion de pack capacitaire qui a été proposée par l'État qui visait à ce qu'on mette tous un certain nombre de matériel dans un pot commun. En réalité, à orchestrer, c'est extrêmement complexe pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui, les pompiers sont sous le statut de la départementalisation, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des pompiers nationaux. Donc, on voit bien qu'il y a des déséquilibres en termes de budget. De dotation. Les Bouches-du-Rhône ne sont pas le département des Landes, pour juste faire un comparatif assez clair. Et fatalement, quand vous avez la possibilité de proposer des moyens que vous avez en partie financés avec l'État, vous n'avez pas forcément tout le plan de financement qui vous permet d'assurer la maintenance, d'assurer les hommes qui vont peut-être dedans et ainsi de suite. Alors, je vais donner la parole à Dimitri Carbonel dans un instant et on va poursuivre les discussions, mais j'ai besoin qu'on avance parce qu'on va partir en Gironde dans un instant et je vous le dis, au Porge et au Cap Ferret, le focus sera fait cet après-midi avec le retour des derniers habitants. Je voudrais juste qu'on reste encore un instant dans le Var et ce témoignage, il est poignant. Et la détresse de ce monsieur, franchement, elle fait mal au cœur. Un sinistré à Corins, un habitant de ce village qui a retrouvé son habitation hier totalement détruite par les flammes. Regardez son témoignage. Une violence extrême, hein, c'est très 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 violent. C'est ultra violent. Je ne comprends pas où sont passées les choses, quoi. Elles ont totalement disparu, volatilisées. On ne sait pas. Même les choses métalliques ont disparu. On a l'impression que tout a même pas fondu, tout est parti en fumée, quoi. Vraiment, c'est vraiment ça, quoi. Il n'y a plus rien. Il y a quelques parties qui n'ont pas été brûlées, donc du coup, je me dis que si on met un peu d'eau, enfin en tout cas si on essaie d'éteindre ces fumerolles pour éviter que ça reparte, il y a encore du vent. Je crois qu'hier soir, c'est reparti un petit peu dans le quartier, donc c'est histoire de s'assurer que ça ne reprenne pas, quoi. À un autre niveau, hein, c'est pas grand-chose, hein, on fait ça avec des bidons, je sais pas. Moi, tout le monde me dit qu'il faut faire confiance à la nature, donc elle va reprendre, j'imagine, quoi. Il faut attendre un petit peu, c'est tout. Il faut être patient, a priori. On verra. Pour l'instant, on essaie déjà d'accuser le coup, quoi, déjà d'accepter. On imagine la détresse de ce monsieur, de se retrouver du jour au lendemain face à chez soi et de voir qu'il n'y a plus rien. Alors évidemment, il y a cette détresse, ce traumatisme psychologique, la question de la reconstruction également. Faut-il reconstruire à l'identique? Faut-il se prémunir pour l'avenir? Ça aussi, ce sont des questions qui vont être importantes. Oui, et, que ce soit pour les personnes aussi, cette personne-là, ainsi que les personnes, on va reparler après, qui reviennent. C'est un deuil, hein. C'est une petite mort pour ces gens-là. C'est une petite mort. C'est une partie de votre vie qui est partie en fumée, littéralement. Et donc, lorsqu'on est face à cette situation de deuil, il y a aussi cette question de sens. Quel est le sens que moi j'ai donné à ma vie, alors que potentiellement j'ai investi autant de temps, j'ai autant de souvenirs dans cette maison. Comment faire ? Et comme pour tout deuil, bon, bien sûr on parle des phases du deuil, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Ce qui est important, c'est aussi le collectif. On va le voir à Porge, dans d'autres villes, c'est comment, ensemble, ils parviennent à reconstruire avec aussi des personnes qui ont perdu leur maison, d'autres qui n'ont pas perdu, des personnes aussi il va y avoir aussi sans doute des tensions en disant le feu il est venu à cause de toi parce que ta maison est proche de la forêt. Si tu avais bien débroussaillé, on n'aurait pas eu ce qu'on a eu. Et donc comment est-ce qu'on va parvenir à transformer ça pour, en particulier je pense à Porge, pour reconstruire le village. Il y a des personnes qui vont vouloir rester, des personnes qui vont vouloir partir. Et
Je pense aussi, on parlait de Retex. Le retour sur l'expérience. Le Retex, le retour d'expérience doit se faire évidemment et doit être aussi de manière plus transparente et plus rapide sur le plan purement de l'urgence, mais doit aussi se faire sur la partie du retour qu'on est en train de vivre maintenant. Comment est-ce qu'on fait pour garder cette solidarité par la suite, pour reconstruire et pour que les gens ne soient pas dégoûtés de leur propre village ou de leur propre ville. Et du travail. Et tout à fait. Et ça aussi, on peut mutualiser. Enfin, quand je dis mutualiser, on peut s'aider les uns les autres entre certaines villes qui ont vécu. On l'a vu effectivement en 2022. Eh bien, sans doute, on peut aussi voir comment on peut réaliser, utiliser ça pour les prochaines expériences. Mais il y a beaucoup de questions qui vont être posées. Évidemment, la question des assurances et des indemnisations qui va être prépondérante. Je crois que le président de la région de Nouvelle-Aquitaine va communiquer. Il y a une réunion qui est prévue aujourd'hui. Jean-Baptiste Kahn. Et justement, je voulais rebondir là-dessus. C'est qu'effectivement, malheureusement, un drame peut en cacher 2, 3, 4 autres. Bien sûr. C'est des choses qu'on voit quand on intervient pour des maisons brûlées dans le cadre d'accidents en urbain. Mais là, ça va se poser à plus grande échelle. J'espère qu'on n'ira pas sur une chasse au bouc émissaire. Mais si la question de l'heure de l'arrêté préfectoral à partir duquel le débroussaillement est autorisé ou pas fait foi, c'est qu'on n'aura toujours pas compris la problématique. C'est-à-dire que l'incendie se fiche d'un arrêté préfectoral, se fiche de « il était 13h55 et pas 14h ». Lui, ce qui compte, c'est les conditions qui lui ont permis d'éclore. Et en l'occurrence, selon ce qui sera acté, effectivement, on aura soit une responsabilité directe qui sera engagée, soit ce sera potentiellement considéré comme une catastrophe naturelle. Et ça a d'autres impacts pour les personnes qui sont déjà sinistrées aujourd'hui. Et c'est des choses qu'il ne faut pas négliger. Donc tout ça, c'est collectif. Tout ça, ça traduit le système qu'on a choisi de mettre en place, le type de responsabilité qu'on cherche à remonter en cas d'incendie. Et de cet ordre-là, ça peut être très compliqué à démêler. Ça nous met face à nos responsabilités également sur ce sujet-là. On marque une pause, on se retrouve très vite, dans moins de 3 minutes. Et on part pour la Gironde où Alexandra Bischoff, les équipes CNews nous attendent. Les habitants de Porges, de Lège-Cap-Ferret vont retrouver leurs habitations, mais risquent d'avoir un sacré choc cet après-midi. À tout de suite. Un nouveau point actu, Sabrina Medjeber, Georges Fenech, Alexandre Devecchio, Jean-Baptiste Kahn, président de la section syndicale SPAS 10 CFTC des Landes, et Dimitri Carbonel, fondateur de Livosphère, expert en adaptation et au changement climatique, toujours avec nous, et je les en remercie. Après l'amélioration de la situation en Gironde, donc, les habitants du Porge et de Lège-Cap-Ferret, c'est l'info du jour et l'actualité que l'on suivra. Ils sont autorisés à rentrer chez eux à partir du début d'après-midi et dans la soirée pour les habitants de Lège-Cap-Ferret. Avec cette nouvelle mesure de retour à domicile, la quasi-totalité désormais des 224 000 résidents et touristes délogés à titre préventif auront ainsi pu rejoindre leurs habitations ou lieux de séjour. Le Porge, qui est la commune a priori la plus sinistrée, la plus ravagée par les incendies ces 10-12 derniers jours. C'est là où vous vous trouvez, Alexandra Bischoff. Il sera 14h lorsque les habitants pourront donc officiellement retrouver leur lieu d'habitation ou de résidence, et ils risquent, on le disait avant la pause, d'être sous le choc parce qu'ils vont découvrir. Oui, Julien, vous l'avez rappelé, c'est officiel. Aujourd'hui, dès 14h, ici, sur la commune de Le Porge, les habitants pourront retrouver leur domicile. La préfète l'a confirmé. Après, on le rappelle, près de 11 jours d'évacuation. Il s'agit d'une des 2 dernières villes encore évacuées. Alors, regardez sur les images d'Olivier Campan le désastre de cet incendie. Les maisons sont calcinées, complètement détruites. Nous sommes dans la zone de la commune qui a été presque ravagée. Alors, on le rappelle, cette commune a été extrêmement touchée. Le bilan est très lourd. 185 maisons ont été détruites par les flammes. Il s'agit de la commune la plus touchée par ce méga-feu. Alors pour l'instant, certaines zones sont encore inaccessibles. La police fait encore barrage afin d'éviter que les gens se rendent dans ces zones, car il y a encore, on le rappelle, des points chauds. Pour l'heure, vous l'imaginez, les rues sont encore désertes. Mais nous attendons les nouvelles informations. Nous allons nous rendre d'ici peu au PC de sécurité. Et je vous le rappelle, en Gironde, près de 42 000 hectares qui ont été décimés par les flammes. Merci beaucoup Alexandra Bischoff pour ces précisions, et si vous le pouvez, avec les équipes CNews, on va garder vos images en direct, et si vous avez le temps de nous proposer un petit panorama de ce qu'il y a autour de vous, parce que c'est absolument saisissant. Et c'est vrai que Jean-Baptiste Kahn, c'est l'illustration tout simplement des conséquences de ces feux, ces maisons qui sont ravagées, des milliers de personnes qui vont retrouver leurs habitations et qui vont être... Bon, j'imagine qu'ils sont un petit peu au courant de ce qui les attend, mais il y a une forme de sidération qui va les toucher. Et j'ai presque envie de dire que le pire commence pour ces gens-là. Ah oui, là, ça va être brutal pour beaucoup. Déjà pour ceux qui ont perdu leur propre habitation, mais ce qu'on ne se rend pas bien compte là sur les images, c'est que c'est des
kilomètres à la ronde que la terre est dans un... C'est votre secteur, le Sud-Ouest, hein, je le rappelle à nos téléspectateurs, vous connaissez parfaitement les lieux. Ah oui, complètement. Enfin, pour des raisons personnelles aussi, j'ai eu la chance d'être saisonnier par là-bas. Mais c'est des visions apocalyptiques dans le sens où ça ressemble à des scènes de guerre. Là, on a de la chance d'avoir une végétation qui tient encore un petit peu, mais je vous assure que si elle fait quelques mètres un peu plus loin, vous allez avoir des pertes de vue, des arbres qui sont complètement brûlés. C'est des choses qu'on n'est pas habitué à voir, hein. Je préviens. C'est des choses qu'on n'est pas habitué à voir. À quel point ça peut impacter durablement les gens qui vont rentrer cet après-midi à 14h? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là? Ils vont arriver à 14h avec leur voiture, avec femmes et enfants pour certains. Ils vont se retrouver face à une habitation qui est invivable, évidemment, que personne ne peut rester là. Donc qu'est-ce qui se passe ensuite? Parce qu'ils viennent juste constater les dégâts, en fait, les habitants du Porge. Tout est ravagé. Ils viennent pas se réinstaller chez eux, là. Pas possible. Oui, je pense qu'il y a plusieurs phases. Il y a une première phase, encore une fois, on disait de deuil. C'est-à-dire qu'on voit sa maison, on voit ce que l'on est. Non, mais très concrètement, qu'est-ce qui se passe? Je rentre chez moi, je vois que ma maison est dévastée. Ok, j'ai compris. Maintenant, donc j'ai des procédures administratives. Ça va me prendre des mois, voire des années pour reconstruire, revivre ici. Donc, comment on les accompagne? Où est-ce qu'ils vont dormir? Où est-ce qu'ils vont ce soir, ces gens-là? Là, ça signifie que ce soit au niveau de la commune ou que ça soit au niveau départemental ou de la région, ou même de la solidarité, c'est commencer à mettre en place directement des moyens pour qu'ils soient accompagnés, pour qu'ils ne se retrouvent pas tout seuls face, effectivement, désolé, à leur maison. Et en fait, c'est le seul moyen, parce que sinon on se trouve complètement dévasté, en fait. Là, vous arrivez devant votre maison, vous avez le sol qui se dérobe sous vos pieds. Enfin, je veux dire, c'est... La question, c'est l'impuissance face à la temporalité, d'une part parce qu'en effet, c'est un deuil absolument abominable d'une perte de patrimoine matériel et immatériel, parce qu'une maisonnée, c'est également une kyrielle de souvenirs, mais également face à l'impuissance de l'immédiateté de la gestion, en réalité, de où allons-nous, de l'hébergement, de comment est-ce que nous allons, nous, en tant que foyer ou couple ou individu singulièrement, pouvoir précisément se loger en attendant, malheureusement, de pouvoir se fier aux assurances, parce qu'il y a tout un tas de démarches administratives qui est liée à la gestion de ces dégâts. Et en même temps, l'aléa du feu, parce que nous dépendons, malheureusement, nous sommes tributaires de la météo. Donc c'est une double peine pour les habitants. Et la question est de savoir immédiatement comment est-ce que ces gens vont faire. Alors justement, je me permets parce que il y avait le président de la région Nouvelle-Aquitaine qui était chez nos amis d'RTL ce matin. Il a évoqué le relogement des habitants du Porge. On découvre ensemble ce qu'il en dit. Tout le monde a été relogé, mais dans des conditions précaires. La région elle-même a ouvert ses lycées d'une manière... qui a été plus confortable que le grand palais des congrès, bien entendu, où tout le monde était les uns sur les autres. Il y a eu beaucoup de mobilisation, une fraternité, une bienveillance, une solidarité assez extraordinaire. Il faudra trouver, notamment au Porge, à côté de Lacanau, il faudra trouver des solutions de relogement beaucoup plus durables, confortables dans le temps, pendant les 10 ou 15 mois où il faudra reconstruire. Il faudra, ça veut dire que ce n'est pas le cas aujourd'hui, ça veut dire que vous avez peut-être des personnes âgées qui sont en retraite, peut-être des familles avec des petits-enfants qui se retrouvent là, qui vont être ballottés d'une salle municipale à un gymnase, d'un gymnase à une maison qui va être temporaire. Enfin, c'est l'enfer qui commence, c'est le parcours du combattant, surtout, oui, Jean-Baptiste Kahn. Ce qu'il y a là, c'est que c'est l'échelle de la catastrophe qui est compliquée à gérer. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est pas la première fois qu'il y a des maisons qui brûlent, malheureusement. En général, ça se limite à un quartier maximum. Il y a effectivement des conventions qui sont passées entre la municipalité et certains gîtes, certains hôtels pour prévoir du relogement, mais ça excède rarement les 2 semaines. Et je ne suis pas sûr que nos territoires sont en capacité de reloger autant de personnes. Ne serait-ce que sur l'évacuation, il faut quand même se figurer que 240 000 personnes, c'est pas rien. C'est pas en ouvrant 2 gymnases et 3 salles des fêtes que vous... Moi, je suis très surpris d'entendre le président de la région nous parler au futur, au conditionnel, et laisser cette incertitude. Alors, je le disais, cet après-midi, je crois qu'il y aura une réunion avec la région Nouvelle-Aquitaine pour apporter des réponses plus précises, mais c'est pas forcément très, très rassurant. Un autre extrait de monsieur le président de cette région sur le sentiment d'abandon qu'il y a pu avoir. Il y a une polémique qui est née au Porge, on le sait, ces derniers jours. Alors,
je ne sais pas à quel point il faut la prendre au sérieux, si on n'est pas un peu dans le complotisme, ou en gros, certains disent qu'on a sacrifié le Porge pour essayer de sauver le Cap Ferret, qui est peut-être un petit peu plus prestigieux. En tout cas, il y a une colère, un sentiment d'abandon, entretenu légitime ou pas, c'est une autre question. Mais écoutez le président de la région là-dessus. Il y a des recours, nous verrons ce que la justice dira. Il faudra de toute manière que nous ayons un retour d'expérience sur ce giga-feu ou ce feu extrême que nous n'avons peut-être pas eu en 2022 sur les feux qui ont eu lieu et qui étaient puissants aussi à cette époque en matière d'attaque au feu, en matière de préparation de la forêt. Pendant qu'on entend le président du conseil régional sur les retours d'expérience. Oui, Sabrina qui dit retour d'expérience, c'est vrai que c'est un peu l'expression à la mode. Et vous qui me dites de ce côté-là, monsieur Carbonel, c'est essentiel. Mais c'est vrai que moi, je suis un peu tendance à entendre ce que dit Sabrina, les rétextes. Bon, à un moment, les incendies, les feux, on connaît. Et à un moment, agissons, on a compris. Il y a plusieurs choses. Le premier point, c'est ça dépend. Comment est-ce qu'on traite le rétex? Si par exemple, alors c'est pas évident, hein, notamment pour des pompiers, on pourra en reparler, mais on en a parlé un petit peu avant. Mais lorsque vous avez notamment des failles qui ont été faites, ce qu'il faut, c'est surtout pas regarder la personne en tant que telle, mais qu'est-ce qui a dysfonctionné, qu'est-ce qui a pas marché. Bon, et le rétex est important dès lors qu'on l'utilise ensuite. En fait, le problème, c'est lorsqu'on fait des rétex, il y a eu des bonnes choses qui sont sorties de 2022. Par exemple, l'évacuation, c'est très bien réalisé, notamment grâce au retour d'expérience qu'on a eu de ce qui s'est passé en 2022, où il y a eu vraiment des loupés par rapport à ça. Mais par exemple, il y a d'autres choses qui ont été un peu moins bien faites. C'est normal, on l'apprend au fur et à mesure. Les animaux, par exemple, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau des animaux de compagnie qui étaient là. Il y a d'autres choses aussi qui doivent être... Et donc, si on fait un rétex de manière... je ne sais pas, dans les 1 mois, même ça commence maintenant les retours d'expérience. On le fait dans 1 mois. Et on commence déjà à faire dans 1 mois. On fait des premiers retours. On dit, voici ce qui s'est passé. Voici comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Parce qu'on va revivre les choses et ce sera sans doute, malheureusement, ça risque d'être encore pire. Si on n'utilise pas ces retours d'expérience, c'est une catastrophe. Mais est-ce qu'on ne sait pas déjà tout ça? Moi, c'est ça qui m'interpelle, moi. C'est que je me dis, mais oui, le feu, ça prend vite. Les pinèdes sont très inflammables. Il n'y a pas assez de moyens humains. Il n'y a pas assez de moyens aériens. Enfin, moi, je vous le fais, le rétex, à ma petite échelle. Alors, peut-être que je dis n'importe quoi et je parle sous votre contrôle et notamment celui de Jean-Baptiste Kahn, mais enfin, le rétexte, on prend 10 minutes avec un peu de bon sens et il est fait. On va prendre un exemple concret au niveau de la coordination. Typiquement, on en reparler ensuite, c'est qu'il y a beaucoup de volontaires, beaucoup de personnes qui viennent aider. Oui. 2 possibilités, soit c'est désorganisé, soit c'est organisé. Le fait d'organiser ça prend du temps. Le fait de coordonner ça prend du temps. Parce que notamment, on parlait encore toute la partie administrative entre le pot commun, c'est ce que vous disiez, le pot commun et d'autre part une organisation départementale. Il faut changer l'organisation pour que ça corresponde évidemment, par exemple, au pot commun ou autre chose. En fait, il faut changer les organisations. Et là, je pense qu'on a vraiment la possibilité, c'est un moment de bascule où l'État se dit... On n'a pas les moyens de tout gérer, donc on est obligé... Il y en a beaucoup des moments de bascule dans ce pays. On en voit régulièrement des moments de bascule dans ce pays, mais la bascule, elle tarde à se... Oui, alors très vite, Jean-Baptiste Kahn. Pour faire très vite, je pense que les rétex sont effectivement fondamentaux, mais encore faut-il qu'ils soient faits avec indépendance, qu'ils soient ni édulcorés, ni un petit peu gommés sur les aspects qui peuvent déranger, parce qu'il y a eu des victimes, il y a eu des morts, et un rétex qui reste coincé dans un tiroir parce qu'on se refuse de le communiquer ou qui s'interdit de pointer du doigt les sujets qui fâchent, c'est un prétexte qui protège personne. Vous avez tout dit. Le moyen, c'est une commission d'enquête. Celle-là, elle est indépendante. Quand il y a eu les attentats, il y a eu des commissions d'enquête, on a fait des rétex, on a fait des propositions qui ont été suivies. Là, si on veut vraiment une vision totalement indépendante... Il faut que ça accouche de quelque chose. Une commission d'enquête qui vraiment soit transpartisane et qui, effectivement, détermine les dysfonctionnements au niveau des moyens, au niveau d'évacuation, au niveau de... Voilà. Et ça peut passer par une commission indépendante. Alexandre, et je vais aller voir la mère d'Audange qui est avec nous. Je note, sans doute qu'il faut des retours d'expérience, mais ce qu'on peut noter pour le moment, c'est qu'après le Covid, il y a eu le Ségur de la santé. Au début de l'été, on n'avait pas de climatiseur dans les hôpitaux. Là, en 2022, il y a déjà eu ce qu'on appelait des méga-feux. D'ailleurs, les pompiers disent que ce n'est pas forcément le bon terme, enfin, des feux de très grande ampleur. On voit bien qu'il n'y avait pas plus de matériel et qu'on n'était pas forcément beaucoup mieux préparé. Donc, en réalité, il faut surtout que chacun tire les conséquences et les responsabilités. Le retour d'expérience, c'est bien. L'action
politique, je dirais que c'est mieux. Tout de même, il y a une question dont on parle peu, peut-être dans les questions d'organisation, mais qui est une question vraiment politique pour le coup, c'est que les moyens des pompiers, c'est à la fois l'État et le département. Est-ce qu'on a besoin de ces deux entités-là? Quelle est peut-être la plus efficace pour avoir des résultats? J'ai tendance à penser, moi, mais là pour le coup j'ai besoin d'un retour d'expérience, que c'est plutôt l'État malgré tout, puisque tout le territoire devrait être couvert, en tout cas selon les besoins, de la même manière, que peut-être les départements ont d'autres urgences à gérer pour se faire réélire, etc. Et qu'ils se disent il n'y aura pas un feu tout de suite et on n'investit pas là-dessus. Donc là, il y a à mon avis quelque chose à faire pour simplifier, mais multiplier les échelons, à mon avis, de manière générale dans ce pays, c'est pas terrible parce que c'est aussi diluer les responsabilités. Là, qui est responsable? Est-ce que c'est tout ce qui nous fera sortir des complications administratives sera vu positivement a priori, notamment par les populations. Alexandre, il y a quand même, de mon point de vue, un partage des compétences. Il y a les départements qui construisent des casernes, qui organisent tout cela, et puis après, il y a l'opérationnel. S'il y a une crise, c'est évidemment l'État et le préfet qui va gérer l'opérationnel. Mais vous savez, les départements sont habitués avec les communes à construire des casernes. Non, mais il y a des départements où il y a moins de risques d'incendie, où il y a plus de moyens que d'autres où il y a... Je pense que le président du département ou le maire de la commune, il est mieux placé pour gérer une problématique que le ministre, à Paris. Donc en effet, si on peut décentraliser un peu plus... mais ça dépend, parce que les départements n'ont pas les mêmes moyens, et puis il y a du clientélisme. D'accord, j'ai mal compris. Les risques qui sont effectivement défavorisés certains par rapport à d'autres. Mais dans cette crise, on a vu que les SDIS étaient solidaires. Ils sont arrivés de Paris, de partout. Je voudrais saluer main forte. Nathalie Leyondre est avec nous, maire socialiste d'Audange. Bonjour madame, et merci beaucoup d'être avec nous en direct. Question très simple. Est-ce que la vie a repris normalement son cours dans votre commune ces derniers jours ? Ah oui, la vie a repris son cours dès vendredi, dès le retour. Moi, j'ai tout fait pour préparer, essayer d'anticiper au mieux le retour avec ce qu'on savait avec les autorités pour préparer le retour à la vie, le retour des habitants, mais surtout aussi le retour des activités économiques en même temps. La réouverture des commerces, des services essentiels, ça se prépare bien évidemment pour remplir les rayons, réouvrir les pharmacies, faire revenir les personnels. C'est d'ailleurs cela qu'il faudra revoir avec les retours d'expérience. Donc le retour à la vie, bien sûr, a repris depuis maintenant plus de 48 heures. Ouais. Et franchement, c'est un vrai bonheur. Tout le monde a le sourire. Et j'espère que les commerces vont très, très, très bien fonctionner pour que les activités économiques aient le moins de dégâts possible. Dans des cas comme celui-là, pendant des périodes de crise comme celle-là, et je crois que vous avez les images également en retour sur votre téléphone depuis lequel vous vous adressez à nous. Vous avez vos voisins, vous n'êtes pas très loin du Porge en Gironde. Quand vous voyez, madame, ces communes, ces habitations, je ne sais pas si on peut retourner sur les images ou s'il y a un souci, quand vous voyez ces habitations dévastées, ce cadre de vie qui n'est plus celui qu'il était, c'est très compliqué à gérer. Est-ce que chez vous, il y a eu aussi des dégâts comparables ? Non, chez moi, il n'y a pas eu d'habitation de touchée. Et je veux vraiment adresser, par votre intermédiaire, tout mon soutien aux pauvres, aux habitants, bien sûr, touchés, aux élus. Voilà, c'est un territoire que je connais bien, la commune du Porge. Et bien sûr, c'est un vrai drame pour nous. Et nous serons en soutien, bien sûr, des habitants et de la commune du Porge, de tous les habitants qui ont été touchés sur d'autres villes. Vous sentez c'est un vrai drame pour nous, bien sûr. Et merci pour eux pour ce message. Vous sentez qu'il y a un changement d'état d'esprit, de certains comportements? Est-ce que psychologiquement, votre population a été chamboulée et éveillée d'une certaine façon par ce qui s'est passé ces derniers jours? Vraiment. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ah oui, non, moi je savais que tout le monde pleure en rentrant. Moi, j'ai serré dans mes bras beaucoup de personnes. J'ai adressé vraiment mes messages de soutien. Je savais que l'évacuation avait été traumatisante pour tout le monde, certains plus que pour d'autres, en fonction de la personne que l'on est, de son environnement, savoir si la personne est plus jeune, plus âgée, si on a des animaux, si on a des... etc. Je savais que cette heure-là d'évacuation avait été très traumatisante. Je savais que les personnes à l'extérieur étaient très inquiètes de savoir ce que devenait la maison, ce que devenaient aussi parfois les animaux qu'ils avaient laissés.
et je savais que le retour serait un retour chargé d'émotions. C'est pour ça que j'ai beaucoup communiqué là pour essayer de rassurer, voilà, d'entourer la personne, même en étant loin de sa ville et de sa maison. Quitter sa maison, et vous le disiez tout à l'heure à l'antenne, c'est traumatisant pour les gens. La Covid a été une période extrêmement difficile, mais les gens, pour la plupart, ils ont été pendant quelques jours totalement à l'extérieur de leur chez-soi, ce qui est rassurant pour chacun d'entre nous. Donc, les quelques jours ont été extrêmement difficiles. Et puis certains étaient de conditions, pouvaient être hébergés par exemple dans la famille, chez les amis, et d'autres étaient, même s'ils ont été très très bien accueillis en centre d'accueil, et je remercie bien sûr les maires et les élus et les bénévoles qui se sont occupés d'eux, mais c'est plus compliqué quand on est en centre d'accueil. Voilà, donc un retour, beaucoup d'émotions. Merci beaucoup Nathalie Leyondre, maire PS d'Audange. On avait des petits soucis techniques sur la fin, mais on a très bien compris votre propos et merci d'être intervenu sur CNews. Combien de temps il faut en moyenne pour se relever psychologiquement d'un événement comme celui-là? On n'est vraiment pas tous égaux. Donc on a un mot qui est à la mode qui est la résilience, mais là ça dépend vraiment de vos ressources personnelles. Je ne suis pas psychologue. Pour ma part, j'ai déjà été confronté à des scènes de guerre pour avoir été militaire par le passé. Même au sein des unités dites préparées. On n'est pas égaux face à... Donc c'est chacun et son histoire personnelle, son entourage, ses ressources. Vous allez en dire un petit mot. Je vois Dimitri Carbonnet. Je voudrais juste qu'on voit ce sujet de Mathilde Couvillers sur les conséquences des incendies, notamment sur la santé mentale, parce qu'il y a un vrai sujet également et durable. Regardez ce sujet. Des flammes inarrêtables, de la fumée qui s'élève à perte de vue. Depuis le début de l'année, près de 100 000 hectares de forêt ont brûlé en France. Les incendies détruisent tout sur leur passage, comme la maison de Pascal à Corrence. Ils ne réalisent toujours pas. C'est une violence extrême, hein. C'est très 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 violent. C'est ultra violent. Je ne comprends pas où sont passées les choses, quoi. Elles ont totalement disparu, volatilisées. On essaie déjà d'accuser le coup, d'accepter. Certains ont tout perdu, d'autres ont eu peur en quittant leur domicile dans l'urgence. Ces chocs peuvent provoquer des traumatismes à des degrés différents. Ces troubles, ça peut être de l'anxiété majeure, ça peut être le fait qu'ils ressassent de façon involontaire, c'est-à-dire les images de feu, les odeurs là, qui ont été très importantes. Mais statistiquement, pour la majorité des gens, les choses s'instompent. D'autres qui ne sont pas directement touchés par les incendies peuvent être traumatisés par leur environnement. Les gens qui habitent donc dans cette région, qui sont retournés, vont être confrontés maintenant tout de suite, mais aussi pour des années, pour des décennies, à un spectacle d'une région qu'ils ne vont pas reconnaître. Paradoxalement, l'entraide pendant ces incendies peut également avoir un impact sur la santé mentale des sinistrés. Lorsque cette solidarité s'arrête, beaucoup se retrouvent seuls face à ce qu'ils ont perdu. Parce que le chantier psychologique et matériel, bien sûr, comment reconstruire, tout cela, c'est vertigineux pour les gens. Donc, en effet, ça paraît très compliqué à gérer. Oui, en fait, une manière vraiment de réduire cette anxiété énorme, c'est de réduire l'incertitude. Et dès lors que les collectivités, la région ou l'État dit « vous allez être... peut-être récupérer telle somme d'argent, ou vous allez pouvoir reconstruire, etc. » Mais que dès lors qu'on a un axe là où on sait, y compris potentiellement, avoir un cap. Vous allez perdre votre maison, c'est comme ça parce que c'est trop dangereux. Au moins on le sait, on peut partir de là et on avance. Oui. C'est ça l'enjeu. Il faut questionner comment on va reconstruire. Est-ce qu'on va remettre en question l'urbanisme? Est-ce qu'on va reconstruire à l'identique? Quelle végétation va être présente autour des maisons? On sait qu'il y a beaucoup de cyprès, je crois, notamment autour des maisons qui sont hautement inflammables. Les forêts de pins, est-ce qu'on reste en monoculture? Toutes ces questions, c'est le moment, c'est maintenant qu'on se les pose? Oui, parce qu'après, ce sera trop tard. Dès lors qu'on commence à reconstruire... Là, je parle pour le sud-ouest, bien sûr. Dès lors qu'on commence à reconstruire potentiellement à l'identique... évidemment, on risque de répéter les mêmes problèmes. Typiquement, les maisons qui se trouvent à côté des forêts, faut-il encore les reconstruire? Faut-il faire des pare-feux? Et si on fait des pare-feux, on ne va pas avoir peut-être des choses qui sont complètement, excusez-moi du terme, moches, mais on va essayer d'avoir quelque chose qui soit agréable. Tout ça, c'est maintenant que ça se décide, après ce sera trop tard. Il faut penser risque incendie. On ne peut plus aujourd'hui, dans ces territoires-là,
construire, aménager les forêts, les zones d'urbanisme sans avoir la donnée risque incendie. Peut-être vous, Jean-Baptiste Kahn, sur ce sujet aussi. Comment, Georges ? Il faudrait peut-être aussi mettre de côté une forme d'idéologie, vous voyez ? À savoir ? Pour arriver à ça. À savoir qu'il vaut mieux sacrifier peut-être 1 millier d'arbres et en sauver 100 000. Et que vous heurtez une idéologie qui dit on ne touche pas un arbre. En fait, c'est exactement ça. En gestion de crise, j'ai caricaturé un peu. Oui, mais je veux dire, le dogme écolo... Pas beaucoup, d'ailleurs. Oui, là, en ce moment... Il en prend un sacré coup ces dernières semaines. Donc, je ne suis pas sûr qu'ils soient les premiers à se faire entendre sur ces sujets. En tout cas, il ferait bien de tourner leur langue dans leur bouche, comme on dit. Que vous pointez du doigt, c'est ni plus ni moins qu'une question collective de savoir quelles sont nos priorités et surtout qu'est-ce qu'on est prêt à perdre. On a souvent essayé de bâtir des idéaux sur la base de gains escomptés. Là, il est l'heure de se poser la question des pertes acceptables. Et est-ce qu'on est prêt à perdre la moitié d'un massif forestier ? Est-ce qu'on est prêt à perdre des vies ? Est-ce qu'on est prêt à perdre des sauveteurs ? Si c'est pas le cas, il faut rapidement revoir notre façon de prendre les décisions et du coup, tout ce qui va avec. Toute la mécanique qui nous conduit à prioriser certaines choses plutôt que d'autres. Donc c'est revoir l'ordre de nos priorités, mais de façon concrète. Transformer l'essai plutôt que de partir sur des effets d'annonce qui invitent à des réflexions ou à des commissions qui viendront réfléchir à plus tard. Là, je pense qu'on a suffisamment d'éléments pour acter de certaines choses. Alors, très vite, 10 secondes. 10 secondes. Surtout pas donner des faux espoirs. Ça, c'est ce qu'il y a de pire. Parce que ça fait monter aussi une colère quand on est déçu, en effet. Je vais saluer les auditeurs d'Europe 1 et je vais laisser la place à Omblin